C'est parti. Ça c'est ma vie. Je vis ma vie. Je vis la nuit. Mais la politique, j'y crois plus. Makamboto Komona, je ne comprends pas le droit de l'homme. J'y crois plus. Les Nations Unies, J'y crois j'y plus. crois plus. L'Union Européenne, J'y crois j'y plus. crois plus. C'est la politique, j'y crois plus. Ah, Yousbond. Mapingue Tufwiri, Ah oui. Togani Toulou. Oh, 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 je ne comprends pas. Vous êtes net, à boire la tête. Ça c'est ma L'Afrique vie. retrouvera sa dignité, sa gloire. Au nom de Je Dieu, vis ma vie. le Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre. Je vis la nuit. Vive le peuple africain. Mais la Le politique, peuple africain retrouvera sa dignité. j'y crois plus. Oh, vive le roi de rois. L'Union Dieu africaine, le Tout-Puissant. Vive Dieu le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. j'y crois plus. Vive nos ancêtres. La justice, Vive Papa Simon Kimba. j'y crois plus. Vive Kimpano Vita. Égalité, Vive tous nos j'y ancêtres. crois plus. C'est la politique, j'y crois plus. Le mariage, j'y crois plus. La fidélité, j'y crois plus. La religion, j'y crois plus. C'est la politique, j'y crois plus. Le président, j'y crois plus. Le premier ministre, j'y crois plus. Le deuxième ministre, j'y crois plus. Le troisième ministre, j'y crois plus. La politique, j'y crois plus. Et l'opposition du ventre, j'y crois plus. Les missionnaires, surtout, je n'ai jamais cru. J'y crois plus. 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 Voilà, merci Yousbond. Donc bonjour à tous. Et j'espère que vous allez bien vous tous.
Donc bon samedi à tous et que la victoire soit favorable pour nous, le peuple africain. Le peuple africain dont on ne respecte plus. Depuis l'époque soi-disant de la colonisation, mais qui n'était pas en réalité la colonisation, mais était une coopération. Sous une dictature sévère. Et c'est celle que nous connaissons toujours aujourd'hui au XXIe siècle. Est-ce que le rôle des missionnaires en Afrique, avec la Bible, le pillage de l'art africain, la France doit-elle rendre l'art de nos ancêtres d'Afrique? C'est ça le sujet. Le titre et le sujet, c'est par rapport à tout ce qui a été volé en Afrique. Est-ce que la France doit restituer? Oui, la France doit restituer tout ce qu'ils ont volé comme statuettes et les masques africains qu'ils ont mis dans leur fameux musée Jacques Chirac, mais qui n'est que musée, ils ont donné qu'à Bromley. Ils doivent remettre tous les masques africains. Parce que ces masques africains ont une force et une grande signification pour toute génération africaine. Car la génération africaine, elle est perdue actuellement, dominée actuellement en Afrique par rapport au rôle de la dictature sévère des colons et la dictature des missionnaires, les hommes de l'Église soi-disant. Mais les hommes de l'Église, mais qui ne sont que des francs-maçons et des francs-maçonceries et des Illuminati qui se cachaient derrière l'histoire de la colonisation. Est-ce que eux, ils étaient colonisés pour aller coloniser le peuple africain? Non. Il faut vraiment pointer de doigt ces monstres cruels. Ces monstres cruels. Les colons, moi, je ne peux pas dire que c'était des hommes clairs, des hommes exactement comme nous. Nous, actuellement, non. Pour moi, c'était des grands reptiliens, des avatars, des assassins, des grands voleurs, champions dans les viols, champions dans la pédophilie. Oui. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Regardez un pays immensement riche comme la RDC. C'est là où on voit tout. Les faux opposants du ventre, ils sont en RDC. Et dans l'Afrique aussi, en général, il y a des faux opposants. Mais je me pointe d'abord à la RDC. Les faux opposants se trouvent là-bas. Il y en a pas mal. Les opposants du ventre. Des imposteurs de toutes parts, venant d'ailleurs, qui ont des passeports congolais de la RDC, qui se font passer pour les enfants du Congo. Mais ils ne sont même pas du Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand plan derrière. Le plan des Occidentaux. Parce que pour eux, ils se disent que la RDC c'est à eux. Toute l'Afrique, ils se disent que c'est à eux. Mais en réalité, non. C'est pas à eux. Non. C'est pas à eux. Donc, ils ont fait immensement du mal à l'Afrique. Ces missionnaires se sont cachés derrière avec, soi-disant, la Bible. La Bible. Mais les pages, les feuilles de la Bible, hein, les papiers de la Bible, qui ont produit tous ces papiers, les papiers, les feuilles, hein,
la société de Vincent Bolloré. Vincent Bolloré s'est fait beaucoup d'argent à partir de papier biblique, des feuilles bibliques. Vincent Bolloré. Et Vincent Bolloré s'est fait beaucoup d'argent derrière, soi-disant, les feuilles des roulettes de cigarettes. Mais il n'y a pas que ça, il y a la France-Afrique aussi derrière, toute la mafia, parce qu'il est patron de tous les ports en Afrique. Nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui la souffrance et le paiement que le peuple africain continue à subir, à payer dans une souffrance atroce par rapport au calvaire de plan de Léopold II, qui n'était pas juste pour la RDC, mais pour toute l'Afrique. Parce que des Brazza de merde que Sassou, 8% a construit un musée en marbre. Pendant ce temps, il n'y a pas des universités en marbre. Pendant ce temps, il n'y a pas des centres d'accueil en marbre pour les enfants de la rue. Les dictateurs, à l'époque de mon oncle, premier président du Congo Brazzaville, Yulu, il n'y avait pas des enfants de la rue. Mais les enfants de la rue là sont arrivés comment? La méchanceté de ceux qui dirigent, mais qui ne sont pas des présidents, des petits préfets, des occidentaux de merde. Ce sont des moutons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette colonisation a-t-elle apporté des bons résultats en Afrique? Cette colonisation a-t-elle fait que l'Afrique centrale a eu à avancer? Cette colonisation a-t-elle fait que la Côte d'Ivoire a avancé? Cette colonisation a-t-elle fait que le Sénégal a avancé? Non. Non. Cette colonisation a-t-elle fait que le peuple Biafra, donc au Nigeria et là-bas, est-ce qu'ils se sont tous sortis? Hein? Non. Cette colonisation a-t-elle fait que le peuple d'origine des terres ont eu à bénéficier de tout ce qu'ils ont toujours voulu avoir dans leurs terres? Ils nous ont ramené des étrangers d'ailleurs, mais qui étaient des barbares. Ils ont amené et ces étrangers ont fait tellement de mal. Donc les missionnaires se sont toujours cachés derrière la Bible. La Bible, je ne critique pas ce qui est à l'intérieur. C'est la parole de Dieu le Tout-Puissant. Mais les missionnaires se sont servis de cette Bible pour faire du mal à l'Afrique. Oui, ils se sont servis de cette Bible pour détourner immensement l'art africain, l'art de nos ancêtres. Et ces masques africains ont une force pour toute l'Afrique. Et l'homme blanc, ils savent la vérité. Ils savent, voilà pourquoi ils nous contrôlent. Voilà pourquoi ils jouent avec nous immensément. L'art africain. Les masques africains ont une grande signification, une grande force. Ces masques africains ont une grande signification, une grande force. Vous verrez bien dans les messages de Léopold II, je mettrai tout à l'heure, vous allez bien écouter qu'est-ce qu'il disait. Sur tout ce qui était truc des Africains que les gens devraient prendre de force. Mais Léopold II, le discours de Léopold II, ne voulait pas juste dire un discours du peuple de la RDC. Non, un discours de toute l'Afrique. Léopold II, un grand malheur pour toute l'Afrique.
les Occidentaux se sont dit que tout ce qui se trouve dans le sol africain, c'est à eux. Les significations de nos statuettes ont une grande signification. Mais aujourd'hui, les Africains, pourquoi sont-ils perdus? Mais quand nous allons bien chercher, le peuple africain est perdu parce qu'on l'a enlevé sa vraie identité. Sa vraie identité se trouve ailleurs. Les masques africains ont une grande signification. Dans les masques africains, il y a la signification du respect de l'autre. Le respect de l'autre. Dans le respect de l'autre, il y a le respect des femmes, le respect des couples. Mais tout ça a été volé. Volé. Pourquoi des pays africains redemandent nos biens à la France? Pourquoi? Croyez-vous que les gens demandent des masques comme ça? Il y a des gens qui doivent se dire, mais ce monsieur, il raconte des bêtises. Ces masques africains nous rapportent quoi? Mais ceux qui penseront comme ça n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Regardez ces masques-là. Il y a une grande signification. Hein? Pourquoi ils ont pris? Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi ils ont pris? Hein? Ils savent pourquoi ils ont volé. Ils savent pourquoi ils ont pris les biens du peuple africain. Ils le savent. Mais moi, le tiers africain, je sais pourquoi ils ont pris nos biens. Je le sais. Le peuple africain doit ouvrir leur intelligence aujourd'hui. Le peuple africain doit arrêter de se faire passer pour un idiot. Le peuple africain doit savoir que il n'est pas un peuple bête. Il n'est pas un peuple pauvre. Quand vous voyez des Occidentaux, donc les Français ou les Américains ou d'autres, qui diront que vous êtes des peuples pauvres, faites-leur savoir non, nous ne sommes pas pauvres. Vous, vous êtes pauvres. Quand vous allez chercher du travail, quand on vous regarde de travers par une secrétaire blanche ou un manager blanc, faites-leur savoir que tout ce que vous avez chez vous, c'est grâce à l'Afrique. Et l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui, tout ce qu'ils ont, c'est l'Afrique. Tout ce que la reine d'Angleterre met comme diamant, c'est l'Afrique. Tout ce qu'ils ont, c'est l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais est-ce que le peuple africain, tous reconnaissent cela? Non. Il est temps que les Africains reviennent à la raison. À la raison. À la raison. Quand vous regardez ces colons missionnaires, quand vous les regardez, ces colons-là, champions dans la pédophilie, ils aimaient bien avoir des rapports avec des femmes, des enfants, jeunes filles. Ils aimaient bien violenter sexuellement les femmes. Ils aimaient bien violenter sexuellement les jeunes garçons, les jeunes filles. Ils adoraient les missionnaires. Est-ce que ces missionnaires, soi-disant des hommes de l'Église, ont apporté une bonne chose à l'Afrique? Non. Catastrophe. 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 Un mal terrible qu'ils ont apporté en Afrique. Il est temps que les Africains puissent revenir à la raison.
à la raison qu'ils sortent de l'imbécilité. Qu'ils sortent de l'imbécilité, qu'ils puissent comprendre en réalité qui ils sont. Parce que l'Africain, s'il ne sait pas d'où il vient, et s'il ne sait pas quelle est la grandiosité qu'il a en lui et la capacité de tout ce que l'Afrique a donné, hein? Tant qu'il ne sera pas ça, il est un être humain aliéné. Aliénation, oui. Regardez. Tout ça, c'est les secrets des codes de l'os du Shango. Les codes mathématiques, les codes de division, ça vient d'où? Ça vient d'où? Du Congo RDC. Donc de l'Afrique. L'os du Shango vient d'où? De l'Afrique. Les écritures viennent d'où? L'Afrique. Les pyramides des Égyptiens. Qui ont eu à construire les pyramides là? Ce sont des Blancs? Non. Non. Ils ont toujours fait passer que les Égyptiens, c'était des Blancs. Grandement fous. Les Égyptiens, c'était des Noirs. Des peuples Congo. Les peuples Congo. Demandez à un grand professeur de mathématiques en France, ou aux États-Unis, ou en Suisse, ou en Italie. Posez-lui la question d'où vient l'os du Shango. Ils vous diront jamais la vérité. Ils vous diront non, les mathématiques sortent de chez nous. Toujours des menteurs. L'Afrique. Mais l'Afrique est le berceau de l'humanité. La femme africaine, est-ce qu'elle est vilaine? C'est une très belle femme. Elle se maquille ou elle ne se maquille pas, elle sortira toujours belle. Mais la femme européenne blanche, elle a toujours besoin de se maquiller. L'être humain africain doit connaître qui il est, doit connaître la valeur qu'il a. Il ne doit pas se désestimer. Il ne doit pas dire qu'il est pauvre ou qu'elle est pauvre. Quand il y a des malades, des psychopathes, qui se cachent derrière des avatars pour injurier les gens en traitant des gens SDF. Ils ne connaissent même pas d'où sortent ces gens-là, dans quelle famille, ils ne connaissent pas. Mais ils se mettent à injurier. C'est grandement triste pour ces gens-là. Mais ces gens-là, ils sont en train de faire le même travail que les missionnaires. Les missionnaires ont volé immensement nos richesses. Ils se cachaient avec la parole de Dieu, la Bible. Mais en même temps, pendant qu'ils apprenaient la parole, soi-disant au peuple africain, mais la parole qu'ils apprenaient là, mais est-ce que le peuple africain, dans leur mœurs, ils ne connaissaient pas Dieu? Ils connaissaient. Parce que l'Africain savait que il ne faut pas prendre la femme de l'autre. Savait que il ne faut pas voler ce qui n'est pas... Prendre ce qui n'est pas à toi, c'est un vol. Mais qui a amené la culture du vol en Afrique? L'homme blanc. Parce que c'est un grand voleur. L'homme occidental est un grand voleur. Occidentaux 666, voleurs des masques, voleurs des statuettes d'Afrique. Et ils se font immensement beaucoup d'argent. Au quai de Bromley, à Paris, il y a pas mal des Chinois, des Japonais, tous les pays vont pour regarder les masques, les statuettes. Ces statuettes-là, est-ce que ce sont les Français barbares qui ont fait ces statuettes-là? Non. Mais tout le temps, mon cœur pleure. Tout le temps, je pose mes deux mains sur ma tête en disant, pourquoi les parents tirailleurs ont libéré Paris? Ont libéré Paris! Paris de merde! La France de merde! Tout le temps, mon cœur pleure. Pourquoi les tirailleurs africains ont libéré Paris de merde? Pourquoi ils ont libéré la France à l'époque d'Hitler? Tout le temps, mon cœur pleure. Il fallait pas.
J'ai vu certains Sénégalais à Paris en train de courir derrière la nationalité française. Des vieux tirailleurs, en disant à l'époque de François Hollande, j'en ai vu. Ah, je dois tout faire pour avoir ma nationalité. Parce que j'étais tirailleur. Des vieux, hein. J'ai dit, mais donc tu as quitté le Sénégal pour venir en France juste pour avoir la nationalité. Non, il faut que j'ai cette nationalité. Comme ça, je vais derrière demander sur que on doit bien me donner mon argent de la guerre, parce que avec la nationalité que j'ai sénégalaise, je ne perçois pas vraiment immensément comme les Français ce qu'ils perçoivent. Les soldats français à l'époque. Ça fait mal. Ça fait grandement mal. Et ils sont fiers. Il y en a qui ont pu obtenir leur nationalité à l'époque de François Hollande, la pute. Et ils ont dit, oh, j'ai eu ma nationalité, je suis fier. Et la France a toujours caché beaucoup de choses, parce qu'elle a toujours fait savoir que ceux qui ont libéré Paris, c'est les tirailleurs africains. Hein? Dans ce qu'ils disent, hein? Mais grandement faux, les tirailleurs africains. Mais ils ne disent pas vraiment que ce sont les tirailleurs africains. Ils disent que ce sont les Américains qui ont libéré Paris. Vous verrez toujours quand ils fêtent la victoire de la libération de la France, il n'y a aucun Africain à côté. Vous verrez même Général de Gaulle en Afrique. Quand il partait en Afrique, est-ce que Général de Gaulle au Congo-Brazzaville, là où est-ce qu'il était allé se cacher, où est-ce qu'il faisait ses discours diaboliques, où est-ce qu'il faisait ses discours démoniaques pour voler le Congo-Brazzaville et le reste de l'Afrique, est-ce que vous avez vu des Africains à côté pour fêter la victoire de la libération de Paris? Que des Blancs. Les Africains doivent comprendre que la France est le malheur de l'Afrique. Je le dis et je le redirai tout le temps. Petit-fils d'un grand-père blanc, français d'origine, qui n'est pas un Espagnol de merde, qui n'est pas un Hongrois de merde, qui n'est pas un Italien de merde, parce que tout cela ont fait du mal dans nos pays, surtout les Belges. Les Belges, les salopards, les grands voleurs. La Belgique brille grâce à qui? La RDC. Grâce à l'effort des richesses que Léopold II a volé immensement. La souffrance que le peuple congolais est en train de subir. On les opprime, l'eau potable, pas d'eau potable, pas d'électricité. Pendant ce temps, il y a des grands fleuves autour du bassin du Congo, qui entourent le Congo. Et nous avons plusieurs sources d'eau potable. L'eau de source est une eau meilleure potable. Mais est-ce que cette eau de source, le peuple africain en profite? Deux fois vous voyez l'eau qu'ils fabriquent, ils vous mettent les étiquettes Volvic. Ils vous mettent les étiquettes de plusieurs eaux. Mais est-ce que l'Africain s'est posé la question d'où vient cette eau? Deux fois ça peut être nos propres eaux. Eau de source qu'ils mettent dans des bouteilles, ils mettent les étiquettes Volvic. Et ils nous vendent, ils nous revendent cela. Exactement comme les poissons en Afrique. Ils vont, des bateaux immenses, vont pêcher des poissons, les poissons chats, les poissons capitaines, tout ça. Ils amènent en direction de l'Europe et de la Chine, des États-Unis. Et après, ils font passer que c'est des poissons de leur eau. Mais en réalité, ils ont volé cela en Afrique. Les missionnaires ont-ils apporté un bonheur? Ont-ils enseigné la parole de Dieu en Afrique? 0, 0, 0. Les missionnaires ont amené la Bible pour étouffer la connaissance, les yeux, faire endormir le peuple africain. C'était leur programme, le but des missionnaires. Donc, nous allons suivre. Autre chose très importante, après je passerai sur ce que j'ai à dire.
tout ce que je suis en train d'expliquer ici, même un professeur d'histoire, hein, il ne peut pas parler comme moi. Il ne peut pas. Pour parler comme moi, il faut avoir la connaissance que Dieu a mis dans la tête. Tu n'as pas ça, tu ne peux pas. Et il y a des gens qui disent, les résistants de l'Internet, les combattants de l'Internet, mais ils sont bêtes. Parce qu'à l'époque, à l'époque de la Première, Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux aujourd'hui au XXIe siècle nous aident immensement pour nous exprimer. Et grâce à ces réseaux sociaux, grâce aux résistants, activistes, combattants réels de ce nom, qu'il y a pas mal de changements maintenant. Vous ne voyez pas? Où est passé le président que Nelson Mandela a donné le pouvoir en Afrique du Sud? Hein? Zuma, il est passé. Il est parti, non? Hein? Où est passé le président du Zimbabwe? Hein? Il y a des changements. Dos Santos, est-ce qu'il est toujours là-bas en Angola? Il y a des changements, mais ça prouve que ce que nous faisons, mais il y a une force immense. Quand moi, le tiers africain, je fais des directs, Sassou Nguesso allume ses tablettes. Il a des tablettes à Pila ou à Oyo. Il a des tablettes. Chaque ministre de Sassou, dès que moi je fais des directs, ils allument. Dès que des combattants de la RDC font des directs, tous les dictateurs allument leurs tablettes et leurs téléphones. Ils suivent ce que nous disons. Et ils savent que nous sommes une force du changement et une force qui leur fera trembler immensement pour faire tomber tout leur cinéma mafieux de la France-Afrique et les détournements immenses. Regardez aujourd'hui, les parents gabonais sont allés manifester devant un grand domaine. Le grand domaine là, c'est quoi? C'est là où Ali Bongo, soi-disant, a dépensé immensement d'argent gabonais, volé du peuple, mais qui n'est que un endroit où Ali Bongo fait ce qu'on appelle la mafia du fric. La mafia du fric. L'argent passe par là-bas et après, direction, hein, chez les multinationales, ils se partagent et vont en direction de l'Élysée, le quai d'Orsay, hein, ministère des Affaires étrangères. Ils se partagent le pognon. Mais c'est une grande mafia. Nous ne sommes pas dirigés par des hommes de ce nom. Mais nous sommes dirigés par des voyous. Des voyous qui en profitent d'un petit poste de pouvoir. L'Élysée, est-ce que l'Élysée est une maison à vie? Non. L'Élysée n'est que un court séjour. C'est un hôtel de court séjour. Où est passé Jacques Chirac? Est-il toujours à l'Élysée? Où est passé Mitterrand? Est-il à l'Élysée? Où est passé François Hollande la pute, qui avait mis sa loi, le seul bon boulot que Hollande a fait en France, hein, mais qui n'est qu'un boulot des Illuminati et des francs-maçons, le mariage de 2 hommes et 2 femmes. François Hollande, est-il un homme responsable? Est-il un père responsable? Non. Un malade qui n'a pas de cerveau, mais il n'a que du caca dans sa tête, à l'intérieur de sa tête. Hollande la pute, regarde-moi bien. Hollande, François Hollande la pute, ancien président français de merde, regarde-moi bien. Tu n'as que le caca dans ta tête, tu n'as pas de cerveau. Un imbécile, un enfoiré, qui a fait qu'aujourd'hui le Congo-Brazzaville, nous sommes en train de connaître un carnage immense à cause de cet idiot de François Hollande la pute de merde. Et la justice à Paris de merde, qui n'est qu'une justice de 10 millions d'euros pour avoir fait sortir le fils à Sassou en France. Kiki Kaka Pipi Nguesso, voleur, Christelle. 10 millions d'euros, la caution, pour lui enlever les bracelets qu'il avait, pas sur ses pieds, mais sur des pattes de dindon. Enfoiré de merde. La France, enfoiré de merde.
La tour Eiffel que vous voyez, il y a pas mal de touristes qui vont visiter la tour Eiffel. Mais le métal là, ça vient d'où? Le fer là vient d'où? Du Gabon. Du Gabon. Du Gabon. Est-ce que le peuple gabonais a des canalisations pour vider l'eau de pluie? Non. Mais à la tour Eiffel, un pot de beaux ferrailles. Hein? Mais c'est le fer du Gabon. La France, voleur de merde. Enfoiré de merde. Nous allons passer aux choses sérieuses. Il y a des gens, quand ils voient le Tché parler, ils disent le Tché s'énerve, le Tché dit trop de vérité à la France. Le Tché doit être souple avec la France. Quelle souple? Quelle souplesse? La France, il faut les cracher la vérité. Parce que le gouvernement français est un gouvernement des barbares. C'est des barbares. Eux ne connaissent pas la gentillesse. Hein? Eux, ce qu'ils connaissent, c'est tuer, tuer, tuer. Tuer pour voler. Tuer pour voler tous les minéraux en Afrique. C'est ce qu'ils connaissent. Les croix rouges que vous voyez, hein? Les croix rouges raides, grosses que vous voyez. Mais ce sont que des cellules pour le pillage de l'Afrique. Où Béatrice Bejo explique qu'elle ne peut plus le voir, qu'elle en a marre, qu'elle l'aime. Et aujourd'hui, ils aiment bien voir quand ils voient le peuple gabonais chaque samedi sortir. Hein? Manifester, ils sont contents de voir ce peuple-là dans les rues de Paris. Ils sont contents. Mais est-ce que ça va continuer? Est-ce que le peuple gabonais continuera seulement à être dehors? Mais il y a un moment où le peuple va commencer à faire ce qu'on appelle action, hein? Avec détermination. Mais ça va arriver. Parce que le peuple gabonais ne va pas accepter de se faire toujours écraser. Parmi ces peuples, il y a des intellectuels, il n'y a pas de cabris, il n'y a pas d'idiots. Parmi ces peuples gabonais, il y en a qui ont eu des bagages intellectuels, mais qui n'ont jamais fonctionné avec. Mais en France, on leur donne le travail pour nettoyer les personnes âgées. Enlever le caca, laver les personnes âgées. La France de merde. Voleur des statuettes. À partir des missionnaires. La parole de Dieu, la Bible. La Bible. On va suivre la vidéo. Nous sommes ravis de vous retrouver pour parler d'actualité culturelle francophone dans un endroit un petit peu particulier car nous sommes évidemment toujours à l'Institut du monde arabe et nous ne sommes pas à l'extérieur. Il va vous manquer quelques aspects de la vue sur Paris tout simplement parce qu'il fait un temps torride sur Paris, plus de 37 degrés, c'est-à-dire plus par exemple qu'à Libreville. Vous connaissez le principe de cette émission. Nous sommes des amoureux de la culture francophone, un peu comme Zola défendant Manet. Nous ne sommes pas comme les frères Goncourt qui houspillent Proust en considérant c'était un chat de gouttière enfermé dans une loge de concierge. Nous préférons être des admirateurs de ce qui fait le sel de notre culture, de notre langue. Et d'ailleurs, le sommaire arrive tout de suite pour cette troisième année, première émission. Nous allons débuter cette nouvelle saison de 300 millions de critiques en nous posant une question. La France doit-elle restituer les œuvres d'art de sa possession aux pays africains d'où elles viennent et qui les réclament désormais? Nous évoquerons ensuite le nouveau film du réalisateur belge Joachim Lafosse, L'économie du couple, présenté à Cannes en mai dernier. Il est en salle en ce moment. Et enfin, la rentrée littéraire française et l'avalanche éditoriale qu'elle provoque fourniront le sujet de notre dernier débat. Sans oublier notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti.
Voilà, après ce formidable sommaire que nous sommes ravis de vous retrouver. Ma chère Estelle Martin, ce sourire de rêve, vous avez passé des vacances où Au Cap Ferré. Au Cap Ferré. Fraise Bordeaux, oui, Laurent Delahousse, des blonds partout avec des enfants, toujours blonds. Myriam Fémiot, donc de Radio-Canada, c'est la première fois que vous rejoignez. Myriam, nous sommes ravis de vous retrouver. Vous avez passé votre été À Montréal, à bosser. À Je suis une bosser. bête de somme. Les vacances, c'est pour plus tard. Ah d'accord. Et enfin, nous retrouvons, nous sommes au milieu évidemment de cette présentation, Olivier Pavard qui, vous le savez maintenant, enfin en tout cas vous allez le découvrir, est ambassadeur de France en Tunisie, un pays que nous aimons beaucoup, défendons. Et je vous félicite de cette nomination, on va bien tous vous voir. C'est en partie parce que j'ai remarqué que vous avez beaucoup de mal à articuler attractivité culturelle, Voilà. qui était mon titre précédent. Ouais. Donc j'ai demandé vraiment un truc disons, plus simple, vers une station. Merci. Et je suis fait. Et vous êtes installé où à la Marsa, c'est des Moussaïs Je fais mon travail dans l'ensemble du pays et j'espère que vous allez venir faire une émission en direct, enregistrée, des 300 millions de critiques en Tunisie. Nous allons rendre notre ambassade attractive. C'est ce que je veux dire. Mais attractive. Lisdor, et tiens, comment faire une émission sans Lisdor, ma chère Lisdor, je vous embrasse, les vacances sont bonnes. Les vacances furent bonnes, il y a un événement malheureux qui m'a conduit au Cameroun, mais ça va beaucoup. Bon, tant mieux. Et enfin Michel Serruti, surnommé le Cervin, vous savez, puisqu'il est l'empereur de la Suisse et donc de la radio-télévision suisse. Mon cher Michel, je suis ravi de vous accueillir. Vous avez été au Festival de Montreux? Oui, j'ai couvert des festivals, notamment pour TV5, donc j'ai passé une partie de mon été laborieux mais agréable à écouter de la musique. En tout cas, vous avez votre mine. Il y a pire. Pour le premier débat de cette nouvelle saison de 300 millions de critiques, nous allons aborder un sujet qui est extrêmement délicat, qui est celui de la restitution d'œuvres d'art anciennes. C'est le cas aujourd'hui du Bénin, qui réclame un certain nombre d'œuvres qui sont exposées notamment au Quai Branly aujourd'hui. Il s'agit de plus de 5000 œuvres, et nous allons prendre un certain nombre d'exemples. Il s'agit par exemple des pièces d'Abomey au Bénin. Voici le reportage de TV5. Nous sommes face à la couronne funéraire perlée de style Yoruba qui fut placée sur la tombe du prince à Ranranzon. Elle est exceptionnelle de par sa provenance. Elle vient du Nigeria qui est voisin de l'ex-Dahomey, donc du Bénin actuel. Elle aurait été réalisée par les princesses d'Ifé. Elle est exceptionnelle parce qu'elle est recouverte entièrement de perles. C'est un travail d'une grande finesse de composition. Alors à Abomey, on ne connaît que ce modèle qui est donc dans les collections du Quai Branly. Mais au pays Yoruba, particulièrement Benin City ou l'ensemble des royaumes Yoruba, ce sont des coiffures qui sont destinées aux obas, c'est-à-dire aux rois. Le trône sacré du roi Clédé, qui a régné sur le royaume du Dampomey de 1858 à 1889. Donc c'est mon aïeul, je suis un descendant direct du roi Clédé, et c'est un trône d'apparat. Vous voyez sa taille, et vous allez vous dire comment il arrive à s'asseoir sur ça. Vous savez, dans le Dampomey, il y avait des sujets et tout ça là. Donc pendant les grandes cérémonies, le roi est porté jusqu'au niveau du siège du trône, et c'est de là qu'il célèbre les cérémonies annuelles où il offre des présents à sa population, même à des anoblis, aux diplomates qui arrivaient dans le Dampomey en ce temps-là. Donc c'est vraiment sacré, c'est unique, ça là, c'est l'original. Nous n'en avons même pas à Abomey aujourd'hui dans notre musée. Et je suis très content de retrouver cette pièce-là ici. Aussi celle de son père, le roi Guézo, qui a régné de 1818 à 1858. Voilà pour ce sujet qui se lance, l'ambassadeur. Oui, donc c'est un sujet en effet, c'est pas nouveau. Vous l'avez évoqué avec le frigo de Parthénon, il y a plein de sujets, la France qui possédait des manuscrits importants de la Corée, etc. Donc on a une histoire de ces tensions-là. Et je pense que les diplomates, c'est utile. Ouais, je voudrais vous faire une petite démonstration en direct. C'est utile parce que ça prend un peu de recul par rapport à ce que vous appelez une bataille qui fait rage. À vrai dire, c'est normal que ça existe. C'est normal que, notamment, qu'on prend le cas du Bénin, pour qui connaît un peu, pour qui est allé dans les palais d'Abomey, qui sont en effet un lieu magnifique et magique, et en même temps, quand vous allez, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de touristes, personne ne va la visiter, de moins en moins. Donc c'est une coquille vide. Et pour les Béninois, j'imagine en effet que c'est un sujet, parce que c'est un élément du patrimoine béninois considérable, et en même temps, personne ne vient le visiter. Et même les Béninois eux-mêmes n'ont pas de raison d'aller voir, puisqu'il n'y a pas d'objet, c'est des murs, en mauvais état. Alors, la question, elle est d'autant plus surprenante, c'est qu'elle nous vient du Bénin, où il y a un institut du patrimoine africain qui s'est créé il y a donc une vingtaine d'années sur cette question du patrimoine, à Porto Novo exactement. Et un petit sujet politique, je pense qu'il y a eu un changement de Premier ministre récemment.
pas certain que si Lionel Zinsou, par exemple, avait été président de la République, un changement de président, je pense que ça n'aurait pas été évoqué de cette manière aussi brutale. C'est des dossiers qui sont complexes, mais qui peuvent être traités assez bien. Je prends le cas du Mali, par exemple. Vous avez un musée qui a été construit en partie d'ailleurs avec l'aide de la coopération française, qui est le musée de Bamako, qui est dirigé par un homme formidable, qui est un directeur, Samuel Sidibé, qui vraiment vaut bien les grands directeurs des musées du Louvre et du British Museum, enfin, en termes de niveau, de compétences, etc. Et là, il y a en effet des musées qui ont des conditions de sécurité, d'hygrométrie, professionnelles, qui peuvent accueillir, et donc peu à peu, des objets reviennent. Ça va se faire du jour au lendemain, et on ne peut pas vider évidemment les réserves du Quai Branly, ni même les salles d'exposition du Quai Branly ou d'autres musées dans le monde. Et je pense que c'est un mouvement irrémédiable, mais il ne passera pas par un transfert des collections et un discours assez antagoniste. Ça n'a jamais eu lieu historiquement. Non, c'est pas, non, ça n'a jamais par eu lieu. exemple, pas très loin d'ici, l'obélisque de la Concorde n'a jamais rendu. Non, c'est vrai, mais il y a régulièrement par rapport à, en gros, à cette période du 19e siècle, avec l'Égypte en effet, où l'Égypte, le consulat d'Alexandrie à l'époque ne servait qu'à faire, c'est un lieu de transit pour emmener les pièces, les Italiens faisaient ça aussi pour amener les pièces. Les grands musées égyptiens sont évidemment devenus des musées européens, et en même temps il y a un musée au Caire. Donc je crois que, pour répondre très concrètement à votre question, il faut qu'il y ait une politique culturelle forte dans ces pays, dans chaque pays, et ça c'est important. Donc il ne faut pas que les ministres changent tous les ans, il faut qu'ils prennent ça au sérieux, il faut qu'ils aient des moyens. Donc moi c'est un petit appel que je fais au gouvernement africain avant de vouloir abuser d'eux. Il faut que la coopération que nous avons, nous, Européens et d'autres, j'imagine les Canadiens aussi, et plein de pays, en effet s'orientent vers des sujets culturels, pas uniquement construire des routes, mais construire des musées qui permettent peu à peu de l'accueillir et d'avoir des publics. Et il y a tout un travail d'éducation formidable à faire, magnifique. C'est ce qui a été fait d'ailleurs au Bénin avec l'art contemporain et justement avec la Fondation Zinsou, c'est faire venir tous ces Africains qui vont découvrir leur patrimoine. Et en effet, il n'y a pas de raison qu'ils aillent uniquement à Paris pour le découvrir. Ma chère Liste. Puis en fait, je vais un peu nuancer le propos d'Olivier. Il est attractif, il est un peu long. Oui, parce que du côté des Africains, en tout cas, le temps de la négociation est venu. C'est-à-dire que c'est impossible aujourd'hui, vu aujourd'hui ce que demande l'exigence des opinions africaines, des jeunes. Il parlait tout à l'heure de l'EPA, qui est l'école du patrimoine africain, qui existe depuis 1998 à Porto Novo, qui a formé des professionnels dans la conservation des musées. Aujourd'hui, ces jeunes Africains, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent pouvoir se réapproprier leur histoire. Alors certes, on évoque toujours, on dit, ils n'ont pas de musée. Pas tous, par exemple, tout à l'heure, on disait au Bénin, il y a ce musée d'Abomey dont Olivier parlait. Il y a également la Fondation Zinsou, qui est ce musée d'art contemporain qu'ils ont ouvert à Ouida, qui a accueilli depuis son ouverture 4 millions de visiteurs. Hein, c'est quand même pas mal, et qui a eu le prix Premium impérial, je pense, qui est ce Nobel des Arts. Donc aujourd'hui, les choses sont quand même en train de se structurer. Le Bénin, même si c'est le premier gouvernement africain à faire cette demande, il y a eu des précédents. On n'a pas parlé de ce collectionneur d'art en congolais, qui vit à Luanda, qui s'appelle Syndicat de Kolo, qui lui a fait restituer des œuvres qui avaient été volées pendant la guerre en Angola entre 1975 Donc c'est un mouvement qui vous paraît irréversible. Mais voilà. Il est irréversible, comme le disait bien Olivier, il est irréversible dans la demande pour des raisons culturelles. Mais est-ce qu'à un moment ou à un autre, une partie des collections du Quai Branly, par exemple, ou d'autres grands institutions vont restituer des œuvres? Est-ce que ça vous paraît probable, possible? Alors, c'est vrai que c'est possible. Maintenant, c'est vrai que la question de la conservation est très importante, mais ça n'empêche qu'il faut quand même qu'on détermine à qui appartiennent ces œuvres. Sinon, on va rester dans le flou. C'est un vrai sujet, c'est la question de la propriété. La propriété. Mais ça, il y a un grand débat. La question de la propriété, c'est effectivement très très compliqué entre droit privé et droit international, mais je crois qu'à part ça, il y a la convention de l'UNESCO de 1970 qui règle un peu les choses si on se base là-dessus. Olivier a très bien expliqué, on va dire, le côté technique des difficultés. Lisnor a parlé de ce qui était demandé. Moi, j'aimerais ajouter la chose suivante, c'est-à-dire qu'en bon ethnologue que je suis, je ne vais pas plaire à Olivier, qui est mon ami, mais je ne vais peut-être pas lui plaire en disant la chose suivante. C'est-à-dire qu'on peut décider de mettre les problèmes techniques en avant d'abord. Et si on le fait, évidemment que c'est compliqué de vouloir rapatrier des objets en Afrique parce que simplement leur exposition aujourd'hui n'est pas garantie, leur sauvegarde n'est pas garantie.
Simplement, il faut bien comprendre qu'avec la colonisation, l'Occident, et je mets la Suisse là-dedans, parce que même si elle n'a pas été active dans la colonisation, je veux dire, elle a bénéficié de cela, on a quand même dépouillé la moitié du monde de son histoire, de son patrimoine culturel, de son identité. Alors aujourd'hui, lorsque les pays africains demandent la rétrocession d'une partie de ces objets culturels, moi je pense que c'est éminemment important de le faire. Pourquoi? Parce que l'identité, elle se construit, entre autres, sur le patrimoine culturel. Entre autres. Et quand on a ce patrimoine culturel, on peut se réapproprier son identité envers soi, envers les autres. Excusez-moi. Vous avez entendu ce qu'il a dit. L'identité, elle se retrouve par le patrimoine. Le patrimoine. Mais qu'est-ce que vous entendez par le patrimoine? Qu'est-ce que vous entendez par le patrimoine? Moi, je vais vous montrer, je vais vous dire. Dans le patrimoine que vous entendez, que l'autre a su bien soulever, les masques africains ont une grande connaissance, les masques africains ont une grande connaissance. C'est notre patrimoine, c'est notre force, c'est le repère de tout Africain et Africaine. Il y a tout dedans. Notre patrimoine. Et une Afrique sans ses repères est une Afrique perdue. Et ça, les Français colons, les barbares colons, les assassins, voleurs, violeurs, pédophiles, ils le savaient bien. Ils le savaient bien. Et les missionnaires barbares, à partir de la Bible, ils ont pu voler tout ce qu'ils ont voulu voler en Afrique. Et ils ont mis dans des caisses, ils les ont mis dans des bateaux. C'est parti. Direction la France, direction la Belgique de merde, direction l'Italie de merde, direction la Suisse de merde, direction Portugal de merde. Oui. Nous allons repartir à l'émission là. Et à partir de cette identité qu'on se reconstruit, à ce moment-là, on a la possibilité d'aller vers l'autre, de recréer quelque chose. Mais nous le souhaitons tous, mais le problème, c'est la faisabilité d'une entreprise Mais pareille. je crois que ça Vous parlez d'ethnologie, mais on est aussi dans l'histoire. Est-ce qu'on peut recomposer l'histoire au regard d'aujourd'hui? Non. Si on commence à essayer de, si je puis dire, pour employer un mot, réparer la colonisation, c'est sans fin. Non, c'est pas réparer, c'est simplement redonner. Je termine juste. C'est pas réparer la colonisation en l'occurrence, c'est simplement redonner une partie de l'histoire qu'on a enlevée, dont on a dépouillé les gens. Et après, c'est une question de volonté. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met? On souhaite donner la possibilité à des pays, à des cultures de recouvrer leur culture, et ensuite on met en place techniquement ce qui est possible pour le faire, ou non? C'est ça la question. Ça a vraiment été poussé là-dessus. On demande à la France et aussi à la Belgique. On le voit, vous parliez de Bamako tout à l'heure. On sait que les manuscrits Tombouctou, il y en a des milliers, des centaines de milliers qui ont échappé au pire. Mais au lieu de les envoyer en France, c'est à Bamako que ça se fait, qui sont numérisés, qui sont. Oui, mais ça, avec l'aide de la France. Avec l'aide de la France, avec des fonds. Non, mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que ce qui est important aujourd'hui, c'est que les pays comme la France, comme la Belgique, comme même la Suisse, l'Allemagne, il faut qu'ils s'investissent avec les gouvernements africains pour pouvoir avoir les bons outils, la bonne technique. Vous avez raison. Il y a certains collectionneurs comme André Magnin qui eux s'inquiètent du risque de vol, du risque d'entretien des pièces. Et c'est une réalité. Même Romuald Azoulay, qui est un artiste béninois, lui, il le dit aussi. Ok, rapportons tout ce patrimoine. Parce qu'on raconte comme ce chiffre, 90% du patrimoine africain est parti ailleurs, à l'extérieur. C'est vrai que là, c'est énorme. Alors, c'est vrai que l'Égypte aussi, mais les Africains, eux, ont vraiment souffert de cette on peut dire, oui, de la
pillage serait peut-être non, c'était un pillage. Et on peut comprendre qu'aujourd'hui, ils aient envie de récupérer, mais il faut les aider. Et c'est donc une ONG malienne, ça va d'ici, qui le fait à Bamako avec des fonds étrangers, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire donner aux Africains les moyens, je ne parle pas d'infantilisation, parce que c'est toujours le problème, hein, c'est-à-dire est-ce qu'il faut donner, est-ce qu'il faut financer, mais non, il faut aider parce que ce n'est pas la priorité pour beaucoup de gouvernements. On peut comprendre en Afrique, la culture n'arrive pas en premier parce qu'il y a d'autres soucis avant. Je crois que je suis assez d'accord avec ce que disait Michel à l'instant. La question n'est pas de se demander est-ce que la morale devrait faire en sorte qu'on remette, qu'on redonne ces œuvres-là à leur propre pays. Je pense que la question, on la soulève là, c'est comment seront-elles interprétées, restaurées, acheminées. Ensuite, qui ira les voir dans les musées? Qui pourra bien en parler? Chez nous, à Montréal, bon, c'est clair qu'on n'a pas le même rapport avec les pays africains en Amérique, mais il y a très peu d'œuvres et surtout très peu de gens qui peuvent les interpréter. Au Musée des Beaux-Arts de Montréal, il y a de 500 à 600 œuvres et absolument personne qui peut en parler. Donc, c'est ça la réalité aussi. Bon, il y a un grand collectionneur que vous connaissez bien, qui est Guy Laliberté, qui a sa propre collection personnelle d'art africain, mais je me questionne à savoir, une fois que les œuvres seront retournées chez elles, il y a bien sûr ce sentiment de réappropriation qui est indéniable, qui est nécessaire, mais justement comment on pourra assurer la pérennité de ces œuvres-là et comment peut-on distinguer aussi qu'est-ce qu'une œuvre d'art de ce qu'on appelle chez nous, en Amérique en tout cas, les œuvres du quotidien qui sont devenues artistiques, mais qui pour de nombreux pays africains ne sont pas nécessairement des œuvres artistiques avec une démarche artistique. Olivier, conclusion. Oui, même si j'étais long, je pense qu'il faudrait faire une émission entière là-dessus. Parce que c'était un sujet magnifique. La question du musée universel, par exemple, c'est un sujet. Bon, pourquoi vous faire un musée national? Bon, il y a eu des grandes expositions, par exemple, dans le passé, comme les Magiciens de la Terre, où justement on a rééquilibré l'art occidental et l'art qui venait d'ailleurs. Voilà, mais c'est une démarche historique qui est longue. Et il faut de la législation. C'est-à-dire qu'il y a eu en France, à un moment donné, vous vous souvenez peut-être, pour certains, en tout cas avec Malraux, avec des chefs-d'œuvre impressionnistes français qui sont partis aux États-Unis, des tas de polémiques. On pourrait dire en effet qu'il y a 10 fois plus d'œuvres de Corot aux États-Unis, d'ailleurs beaucoup sont fausses qu'il y en a en France. Donc c'est un sujet qui est connu en tout cas, et je pense qu'il faudrait qu'il y ait une grande conférence internationale, des diplomates, l'UNESCO sur ce sujet, calmement, en un an, et puis qu'on arrive à des conclusions très concrètes, mais je le répète, c'est faisable, et il faut le faire. Évidemment qu'il faut que l'Afrique retrouve son patrimoine, c'est absolument indispensable. Avec une solution politique. Je voudrais qu'on découvre donc l'interactivité sur ce sujet, donc ô combien important de la restitution du patrimoine. Nous prenons l'exemple du Bénin. Sur Twitter, l'association des 26 lettres met un plus au Bénin pour avoir exigé donc qu'on lui rende son patrimoine, une victoire dans ce qu'elle désigne comme la lutte, je cite, contre l'analphabétisme culturel. Je suis évidemment le compte Twitter de l'émission. Vous laissez des messages avec le hashtag 300 millions de vues pour les infos sur le site internet aux adresses qui sont au bas de l'écran. Dans un instant, Pascal Bourgault. Voilà. Excusez-moi. Bon. Donc nous avons suivi ce qui a été bien dit dans cette émission par rapport aux statuettes africaines volées par les missionnaires. Les missionnaires avec leur Bible. Leur fameuse Bible, ils ont dépouillé l'Afrique. Ils sont partis avec nos statuettes. À partir de la Bible, livre de Dieu, ils ont dépouillé l'Afrique. C'est exactement comme le Coran. On va vous parler du Coran. On va vous parler des mosquées. Mais est-ce que tous ceux qui vont à la mosquée sont vraiment les loin de Dieu? Mais parce que Dieu lui-même, il dit, c'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui iront au royaume des cieux. C'est pas tous ceux qui rentrent à la mosquée qui sont des gens nets. Dans la mosquée, vous avez des voleurs qui rentrent. Vous avez des trafiquants de cocaïne qui rentrent. Vous avez des trafiquants d'armes qui rentrent. Vous avez des pédophiles qui rentrent à la mosquée. Exactement comme dans des églises catholiques. La religion
La religion est l'opium. L'opium utilisé pour faire endormir le peuple africain. Oui. Et c'est avec la religion que l'homme blanc a su comment voler tout ce qu'il a toujours voulu voler dans le sol en Afrique. La religion, la politique, la prostitution. Hein? Dans ces trois domaines-là, il y a un quatrième qui vient dedans.